Chez lui, à Moscou, tout avait déjà pris son aspect hivernal. Les poêles étaient allumées, et le matin, quand les enfants se préparaient à aller au lycée et prenaient leur thé, il faisait noir. Il avait déjà gelé. Gourov était moscovite. Il rentrait dans sa ville par une belle et froide journée, et quand il eut enfilé sa pelisse et ses gants fourrés, qu'il eut descendu la Petrovka, entendu le samedi soir le son du carillon, son récent voyage et les lieux où il avait passé l'été perdirent tout charme à ses yeux. Peu à peu, il se plongea dans la vie moscovite. Il avait envie d'aller au restaurant, au cercle, aux réceptions, aux banquets. Il se sentait flatté de recevoir des avocats et des artistes célèbres, de jouer aux cartes avec des professeurs, au cercle des médecins. Il était à nouveau capable de manger une portion entière de potée à la poêle. Il lui semblait qu'il lui suffirait d'un mois pour qu'un brouillard estompe le souvenir d'Anna. Il rêverait d'elle, avec son sourire attendrissant, comme il avait rêvé des autres. Mais plus d'un mois s'écoula, on était déjà en plein hiver, et dans sa mémoire, tout était aussi clair que s'ils s'étaient séparés la veille. Les voix de ses enfants repassant leurs leçons parvenaient-elles jusqu'à son bureau? Dans le silence du soir, entendait-il une romance, un orgue mécanique dans un restaurant, la tempête de neige hurlait-elle dans la cheminée? Brusquement, tout lui revenait, et ce qui s'était passé sur le môle, et l'aube avec ses monts embrumés, et le bateau de Féodosia, et les baisers. Anna n'était pas un rêve, elle le suivait partout. Comme une ombre, elle le surveillait. Quand il fermait les yeux, il la voyait comme vivante devant lui, mais plus belle, plus jeune, plus tendre qu'elle n'avait été. Et lui-même, il se sentait meilleur qu'alors à Yalta. Dans la rue, il suivait les femmes des yeux en cherchant une qui lui ressemblât. Déjà, il brûlait du désir de faire part à quelqu'un de ses souvenirs. Mais il lui était impossible de parler de son amour chez lui, et hors de chez lui, il n'avait personne à qui se confier, ni à ses voisins, ni à ses collègues de la banque, et puis de quoi parler? Avait-il aimé? Y avait-il eu quelque chose de beau, de poétique, ou d'édifiant, ou simplement d'intéressant dans ses relations avec Anna? Et s'il lui arrivait de parler d'une manière vague de l'amour, des femmes, personne ne devinait de quoi il s'agissait. Seule son épouse fronçait ses sourcils noirs et disait « Dimitri, ce personnage de fan ne te convient pas. Absolument pas. » Une nuit, en sortant du cercle des médecins en compagnie de son partenaire, un fonctionnaire, il n'y tint plus et dit « Ah, si vous saviez de quelle femme ravissante j'ai fait la connaissance à Yalta. » Le fonctionnaire monta dans son traîneau. « Gourov, quoi donc? Oui, vous aviez raison tout à l'heure. L'esturgeon sentait. » Ces paroles si banales l'indignèrent soudain, lui parurent avilissantes et sales. Quelle meurtre de sauvages, quels êtres, quelle nuit stupide, quel jour dépourvu d'intérêt et de sens. Jouer aux cartes avec frénésie, baffrer, s'enivrer, parler constamment de la même chose. Des activités vaines et des conversations oiseuses, toujours sur les mêmes sujets, absorbent la meilleure partie de votre temps, le meilleur de vos forces, et au bout du compte, il ne vous reste qu'une vie étriquée, aux ailes rognées, une vie de pacotille, et aucun moyen de s'en échapper, de fuir. Gourov, en proie à l'indignation, ne ferma pas l'œil de la nuit. Puis il eut mal à la tête toute la journée. Les nuits suivantes, il continua de mal dormir. Il restait assis dans son lit à réfléchir, ou bien il marchait dans sa chambre de long en large. Il en avait assez des enfants, il en avait assez de la banque, il n'avait envie d'aller nulle part, ni de parler de quoi que ce soit. En décembre, au moment des fêtes, il fit ses bagages, dit à sa femme qu'il allait à Saint-Pétersbourg faire des démarches en faveur d'un jeune homme, et partit pour S. Pourquoi?
il ne le savait pas lui-même au juste. Il désirait revoir Anna, lui parler, organiser un rendez-vous si c'était possible. Il arriva à Hesse le matin et retint la meilleure chambre de l'hôtel. Le portier lui donna les renseignements nécessaires. Von Diedritz habitait une maison particulière, rue Strato-Gončarnaja, non loin de l'hôtel. Il vivait bien, était riche, avait un équipage, était connu de toute la ville. Gurov se rendit sans se presser, rue Strato-Gončarnaja, et trouva la maison. Juste en face se dressait une palissade en bois, grise, hérissée de clous. Une palissade comme ça vous donne envie de prendre la fuite, songeait Gurov. Il réfléchit, c'était jour férié. Le mari était probablement à la maison. Et puis n'importe comment, il eût été indélicat d'entrer chez elle et de la mettre dans une situation aussi embarrassante. S'il envoyait un mot, il risquait de tomber aux mains du mari et tout pouvait être perdu. Le mieux était de s'en remettre au hasard. Et il continua à errer dans la rue et autour de la clôture, attendant ce hasard. Tout à coup, la grande porte s'ouvrit, donnant passage à une petite vieille, derrière laquelle courait le loulou blanc. Il voulut l'appeler, mais soudain son cœur se mit à battre, et dans son émotion, il ne put s'en rappeler le nom. Il allait et venait, haïssant sans cesse la clôture grise, et il pensait maintenant avec irritation qu'Anna l'avait oublié, et se distrayait peut-être avec un autre. Cela aurait été tellement naturel dans le cas d'une jeune femme obligée du matin au soir à contempler cette maudite clôture. Il rentra à l'hôtel et resta un bon moment assis sur son divan, ne sachant que faire. Puis il dîna, après quoi il dormit longuement. Que de sottises et que d'agitation, se dit-il quand il se réveilla. C'était déjà le soir. Et puis j'ai dormi mon compte. À quoi vais-je passer mon temps cette nuit ? Il était assis dans son lit, recouvert d'une misérable couverture grise, on aurait dit une couverture d'hôpital. Et de dépit, il se faisait enrager lui-même. « Ben la voilà, ta dame au petit chien, la voilà ton aventure. Eh bien, puisque tu y es, reste-y. » Le matin à la gare, il avait remarqué une affiche en très grosses lettres. C'était la première de La Geisha. S'étant rappelé cela, il alla au théâtre. Il est bien possible qu'elle assiste aux premières, pensa-t-il. Le théâtre était plein. Tandis que les spectateurs entraient et allaient occuper leur place, Gurov ne cessa de fouiller avidement la salle des yeux. Anna arriva. Elle s'assit au troisième rang et lorsqu'il l'aperçut, son cœur se serra et il comprit clairement qu'il n'y avait plus au monde d'être qui lui fût plus proche, plus cher, qui comptât plus qu'elle. Ce visage perdu dans une foule de province, cette femme que rien ne distinguait avec son face à main vulgaire entre les doigts, remplissait maintenant toute son existence. Était son malheur, sa joie, le seul bonheur qu'il souhaitât. Et tandis que jouait le mauvais orchestre, les piètres violons du lieu, il pensait à sa beauté. Il pensait, il rêvait. L'homme qui était entré avec Anna s'était assis à ses côtés. Il était jeune, portait de petits favoris, il était très grand et voûté. Et à chaque pas, il hochait la tête. Il semblait saluer sans arrêt. C'était sans doute le mari qu'Ayalta, dans un mouvement d'amertume, elle avait qualifié de valet. Et de fait, dans sa longue silhouette, ses favoris, son début de calvitie, il y avait une sorte de réserve domestique. Il souriait mielleusement et à sa boutonnière brillait, comme un numéro de garçon de restaurant, un insigne universitaire. Au premier entracte, son mari alla au fumoir, elle ne quitta pas son fauteuil. Gurov, qui était également à l'orchestre, alla la rejoindre et lui dit d'une voix tremblante, avec un sourire forcé, « Bonjour ?» Elle le regarda, pâlit, puis le considéra à nouveau avec terreur, n'en croyant pas ses yeux,
Elle serra fortement ensemble dans son poing son éventail et son face à main, faisant visiblement un effort sur elle-même pour ne pas défaillir. Tous deux se taisaient. Elle restait assise. Lui, debout, effrayé par son trouble, n'osait s'asseoir à côté d'elle. De l'orchestre s'éleva le bruit des violons et d'une flûte qu'on accordait. Alors ils furent pris de terreur. Ils avaient l'impression que de toutes les loges, on les regardait. Elle se leva et gagna rapidement la sortie. Il la suivit. Ils parcoururent absurdement les couloirs, montant puis descendant les escaliers, croisant le flot de gens en uniforme, de magistrats, de professeurs, de fonctionnaires. Tous avec leurs insignes, ils passèrent devant des dames, devant des pelisses sur des porte-manteaux. Les courants d'air apportaient des odeurs de mégots, et Gourov, dont le cœur battait violemment, pensait « Oh Seigneur, pourquoi ces gens, pourquoi cet orchestre ?» Et au même instant, il se souvint que le soir où il avait accompagné Anna à la gare, il s'était dit que tout était fini et qu'ils ne se reverraient plus jamais, mais qu'ils étaient loin encore de la fin. Dans l'escalier étroit et sombre où on lisait « Entrée de l'amphithéâtre », elle s'arrêta. « Que vous m'avez fait peur !» dit-elle haletante, encore pâle et sidérée. Je suis à demi morte, mais pourquoi êtes-vous venue? Pourquoi? Mais comprenez, Anna, dit-il hâtivement à mi-voix. Comprenez, Elle le regardait et son regard était rempli d'angoisse, d'amour, d'une prière. Elle le dévisageait pour mieux imprimer ses traits dans sa mémoire. « Oh, je souffre tellement !» poursuivit-elle sans l'écouter. « Tout le temps, je n'ai fait que songer à vous. Je n'ai vécu que de cette pensée, et je voulais oublier. Oublier. Mais pourquoi êtes-vous venu ?» Sur le palier au-dessus d'eux, 2 lycéens fumaient et regardaient en bas, mais Gourov s'en moquait. Il prit Anna dans ses bras et couvrit de baisers son visage, ses joues, ses mains. « Mais que faites-vous » disait-elle horrifiée en le repoussant. « Nous sommes devenus fous tous les deux. Partez, partez aujourd'hui même, partez tout de suite, je vous en supplie, on vient. » Quelqu'un montait dans l'escalier. « Vous devez partir, » poursuivit Anna. « Vous m'entendez, Dmitri? J'irai vous voir à Moscou. Je n'ai jamais été heureuse. Maintenant, je suis malheureuse. Jamais je ne serai heureuse, jamais. Mais ne me faites pas souffrir davantage, je vous le jure. J'irai à Moscou, mais maintenant, séparons-nous, mon cher, mon bon, mon tendre ami. Séparons-nous. » Elle lui serra la main, descendit rapidement l'escalier, se retournant sans cesse pour le regarder, et l'on pouvait voir dans ses yeux que c'était vrai, qu'elle n'était pas heureuse. Gourov attendit quelques instants, prêt à l'oreille, et quand tout fut retombé dans le calme, il prit son vestiaire et partit. Quelques mots sur ce 3e chapitre. Nous avions laissé Gourov sur le quai de la gare, et puis il replonge dans sa vie moscovite. Il est rentré chez lui, il en retrouve plein de petits plaisirs et le confort de son quotidien, jusqu'à pouvoir manger une potée entière à la poêle. Et il pense que voilà, il suffira d'un mois pour oublier complètement Anna, mais au bout d'un mois, dans sa mémoire, tout était aussi clair que s'ils s'étaient séparés la veille. Et je trouve que c'est vraiment un moment de bascule dans la nouvelle, avec soudain le quotidien de Gourov qui va lui apparaître sous un angle complètement différent, parce que Anna va emplir entièrement l'être qu'il est, jusqu'à ne plus pouvoir y tenir, et il a besoin d'en parler, et il va se confier, enfin vouloir se confier à un de ses camarades de table un soir, après le dîner, et son camarade va lui dire « Oh là là, vous aviez raison Gourov, hein, le poisson sentait mauvais ce soir. » Après l'indélicatesse de Gourov devant l'émotion d'Anna au 2e chapitre, et Gourov qui se lève pour dévorer une pastèque, là nous avons la grossièreté de ce fonctionnaire qui n'entend même pas le besoin de confession de Gourov. Et juste après, et c'est pas un hasard, viennent ces lignes que je vais vous redire parce qu'elles sont tellement importantes. Elles sont vraiment, je trouve, c'est vraiment un des thèmes fondamentaux, pardon pour la faute de français, un des thèmes fondamentaux de toute l'œuvre de Tchekhov, que ce soit dans son théâtre, dans ses nouvelles.
Je vous redis ces lignes. Des activités vaines et des conversations oiseuses, toujours sur les mêmes sujets, absorbent la meilleure partie de votre temps, le meilleur de vos forces, Pour cet homme, Tchekhov, qui a tellement travaillé, de jour, de nuit, le mot est utilisé probablement à dessein, il en savait quelque chose. Et au bout du compte, il ne vous reste qu'une vie étriquée, aux ailes rognées, une vie de pacotille, et aucun moyen de s'en échapper, de fuir. Après ce moment de bascule, il y a vraiment une espèce de révélation là, pour Tchekhov. Cette vie lui paraît tellement petite maintenant que ça lui provoque de l'indignation et que littéralement, il ne peut plus dormir. Alors il va fuir. Il va fuir cette vie qui, dont a priori ne pouvait pas s'échapper. Et il arrive dans la petite ville où habite Anna, et il arrive à trouver la maison. Et la première chose qu'il remarque, c'est la palissade en bois. Et Tchekhov écrit « Une palissade comme ça vous donne envie de prendre la fuite ». Il avait noté quelques lignes plus haut qu'il vivait une vie dont il ne pouvait fuir. Et Anna a juste devant sa maison une palissade qui l'emprisonne. Une des choses que je trouve très bouleversante avec Tchekhov, c'est il n'est jamais dans les grands discours, dans les grandes descriptions interminables psychologiques. Il sème des petits cailloux et nous, les petits poussets que nous sommes, on doit les repérer, les ramasser, les débusquer. Ils sont parfois bien dissimulés et j'en oublie sûrement beaucoup et j'espère que vous, à l'audition, à la vision de la nouvelle, vous en trouverez bien d'autres que moi. Nous avons un des points communs entre ces deux êtres que tout semblait opposer au début de l'histoire. Lui, séducteur, elle, jeune femme un peu naïve. Et voilà un des points communs et il va y en avoir d'autres plus loin. Je voulais aussi noter le cœur de Gourov. Il attend devant la maison, il fait les 100 pas, il est impatient, et puis soudain la porte s'ouvre, une dame en sort, ce n'est pas Anna, mais par contre, cette femme tient un chien, et le chien c'est bien le loulou blanc que Gourov connaît, qu'il a utilisé au premier chapitre pour approcher Anna. Et là, Tchekhov écrit « Il voulut l'appeler, mais soudain son cœur se mit à battre. » Son cœur se mit à battre. Ah, c'est dingue. C'est vraiment en vous le disant, la plupart des trucs là, je le prépare pas en fait. Voilà, je vous le dis, c'est des impressions qui me viennent. C'est comme s'il revivait soudain, comme si tout d'un coup son cœur avait cessé de battre. Et là, son cœur se mit à battre. Et dans son émotion, il ne put s'en rappeler le nom. Et le cœur revient quelques paragraphes plus loin. Il retrouve Anna dans le théâtre, il la voit, il attend l'entracte pour l'approcher. Il vient vers elle. Et lorsqu'il l'aperçut, son cœur se serra. Juste avant, son cœur se mit à battre et il oublie le prénom. Et là, son cœur se serre et révélation à nouveau. Il comprit clairement qu'il n'y avait plus au monde d'être qui lui fût plus proche, plus cher, qui comptât plus qu'elle. Là encore, Tchekhov réutilise une note de musique. Là, c'est le cœur. La phrase suivante, c'est « Ce visage perdu, elle est perdue dans une foule de province, comme lui l'est dans sa grande ville de Moscou. » Ce visage perdu dans cette foule de province, cette petite femme, petite, c'est un des premiers adjectifs que Tchekhov utilise pour qualifier Anna, au tout début de l'histoire, cette petite dame blonde. Cette petite femme que rien ne distinguait, comme lui. Rien ne le distingue en fait. Ce sont deux êtres ordinaires, avec son face à main vulgaire entre les doigts, et là encore, une petite note de musique qui revient, un accessoire en l'occurrence, le face à main. Nous avions vu au deuxième chapitre qu'elle le met, elle l'enlève d'une façon complètement désordonnée. Elle est dans cette émotion-là. Donc le face à main est très très actif, vivant presque, mais là il est inerte dans sa main. Et Tchekhov note vulgaire. Là, je vous en laisse l'interprétation, je n'ai pas d'idée là pour l'instant. Donc cette femme
remplissait maintenant toute son existence, était son malheur, sa joie, le seul bonheur qu'il souhaita. Vous voyez qu'on a fait du chemin depuis le Gourov séducteur et homme à femme, comme on dirait. Je reviens sur le face à main. Imaginez, nous serions, vous et moi, metteurs en scène, et nous aurions une comédienne à diriger au théâtre ou au cinéma, et elle a ces 2 scènes à jouer avec le face à main. Et Tchekhov a écrit Lady d'Escalier, en fait. Dans une des scènes, il bouge. Donc qu'est-ce que ça raconte de l'émotion? Comment vous, comédienne qui avez à jouer Anna, dans ce moment d'émotion sur le môle, comment vous utilisez le face à main, et comment là vous ne l'utilisez plus? Et qu'est-ce que ça raconte sur votre émotion? Voilà aussi pourquoi c'était un grand homme de théâtre, Tchekhov. Et puis pour finir, je vais relever encore un dernier point commun dans ce chapitre, mais encore une fois, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me les confier, ça me ravira. Ils arrivent à s'extraire de la foule, ils s'isolent, et puis Gourov, décidément, Gourov veut parler à Anna, mais elle le coupe, elle ne l'entend pas. Je souffre tellement, tout le temps je n'ai fait que songer à vous, et je voulais oublier. Elle aussi voulait oublier, comme Gourov quand il arrive à Moscou, il pensait qu'il allait oublier. Et nous allons voir dans la suite et dans le dernier chapitre, si vous êtes toujours avec moi, comment ces 2 êtres vont se rapprocher encore davantage. Je vous dis à tout de suite. Et Anna accoutuma d'aller le voir à Moscou. 2 ou 3 fois par mois, elle quittait S, disant à son mari qu'elle allait consulter pour sa maladie de femme, et son mari la croyait sans la croire. À Moscou, elle descendait au marché slave et envoyait aussitôt à Gourov un chasseur en casquette rouge. Gourov venait la voir sans que personne à Moscou le sût. Un matin d'hiver, il se rendait ainsi chez elle. Il était avec sa fille qu'il avait eu envie d'accompagner au lycée, c'était sur son chemin. Il tombait de gros flocons de neige molle. Il fait plus 3 degrés au-dessus de zéro, et il neige quand même, disait Gourov. C'est qu'il ne fait doux qu'à la surface du sol. Dans les couches supérieures de l'atmosphère, il règne une toute autre température. Papa, pourquoi il n'y a pas de tonnerre en hiver? Il lui expliqua cela aussi. Tout en parlant, il songeait qu'il allait à un rendez-vous, que pas un être au monde ne le savait et ne le saurait probablement jamais. Il avait 2 vies. L'une au grand jour, que voyaient et connaissaient tous ceux à qui cela importait, une vie où la vérité et le mensonge faisaient partie de la convention, absolument identique à celle de ses amis et de ses connaissances, et une autre qui s'écoulait dans le secret. Et par un étrange concours de circonstances, peut-être fortuit, tout ce qui à ses yeux était significatif, intéressant, indispensable, tout ce en quoi il était sincère et ne se mentait pas à lui-même, tout ce qui était la substance même de sa vie, se déroulait à l'insu des autres. Et tout ce qui était mensonge, l'enveloppe où il se cachait pour dissimuler la vérité, par exemple son emploi à la banque, ses discussions au cercle, la race inférieure, sa présence aux anniversaires en compagnie de sa femme, tout cela se passait au grand jour. Jugeant des autres d'après lui-même, il se méfiait de ce qu'il voyait et supposait toujours que, sous le voile du secret, comme sous celui de la nuit, chacun dissimule sa vie, celle qui présente le plus grand intérêt. Toute existence personnelle repose sur un secret. Et c'est peut-être en partie pour cela que tout homme de bonne éducation se montre si susceptible lorsqu'il s'agit de faire respecter son secret personnel. Ayant conduit sa fille jusqu'au lycée, Gourov se rendit au marché slave. Il laissa sa pelisse au vestiaire, monta, frappa doucement à la porte. Anna, vêtue de la robe grise qu'il préférait, épuisée par le voyage et l'impatience de le voir, l'attendait depuis la veille. Elle était pâle, le regarda sans sourire, et à peine fut-il entré qu'elle se blottit contre sa poitrine. Comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans, ils échangèrent un très long baiser. « Alors, comment vas-tu » demanda-t-il. « Quoi de neuf là-bas »
instant, dit-elle. Je ne peux pas. Elle ne pouvait pas parler. Les larmes l'en empêchaient. Elle se détourna et se tamponna les yeux avec son mouchoir. « Laissons-la pleurer, je vais attendre que cela passe », se dit Gourov, et il s'assit dans un fauteuil. Puis il sonna et se fit apporter du thé. Tout le temps qu'il le but, Anna resta debout, détournée vers la fenêtre. Elle pleurait d'émotion, de l'amère conscience que leur vie eût pris un cours si triste. Ils ne se voyaient qu'en secret, se cachaient comme des voleurs. N'était-ce pas une vie brisée ? « Allons, assez, dit-il. » Gourov voyait clairement que leur amour n'était pas près de s'épuiser, qu'il finirait Dieu sait quand. Anna s'attachait de plus en plus à lui, elle l'adorait. Il eût été impensable de lui dire que tout cela devait avoir une fin, et d'ailleurs, elle ne l'aurait pas cru. Il s'approcha d'elle et, pour la cajoler, la dérider, il la prit par les épaules et, à ce moment, il se vit dans la glace. Il commençait à grisonner. Et il trouva étrange d'avoir tant vieilli au cours de ces dernières années, tant enlaidi. Les épaules d'Anna sur lesquelles il avait posé ses mains étaient tièdes et frissonnantes. Il éprouva de la compassion pour cette vie encore si ardente et si belle, mais probablement déjà proche du temps où elle commencerait à se décolorer, à se flétrir, comme sa propre vie. Pourquoi l'aimait-elle tant ? Les femmes l'avaient toujours pris pour autre chose que ce qu'il était. Ce n'était pas lui qu'elles aimaient en lui, mais un être né de leur imagination, qu'elles avaient avidement cherché à travers leur vie. Et puis quand elles s'apercevaient de leur erreur, elles continuaient à l'aimer. Et pas une seule d'entre elles n'avait été heureuse avec lui. Le temps passait, amenant d'autres rencontres, d'autres liaisons, d'autres ruptures, mais jamais il n'avait aimé. C'était tout ce que l'on voulait, mais pas de l'amour. Et c'est maintenant seulement, alors que ses cheveux commençaient à grisonner, qu'il aimait véritablement pour la première fois de sa vie. Ils s'aimaient comme deux êtres très proches, deux parents, comme mari et femme, comme de tendres amis. Il leur semblait que le sort lui-même les avait destinés l'un à l'autre. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il avait lui une femme et elle un époux. On aurait dit en vérité un couple d'oiseaux migrateurs, le mâle et la femelle que l'on aurait capturés et contraints de vivre dans deux cages séparées. Ils s'étaient mutuellement pardonné ce dont ils avaient eu honte dans leur passé, se pardonnaient tout dans le présent, et sentaient que leur amour les avait transformés l'un et l'autre. Naguère, dans ces instants de tristesse, Gourov se consolait par tous les raisonnements qui pouvaient lui passer par la tête. Maintenant, il n'avait pas l'esprit à raisonner. Il éprouvait une compassion profonde. Il voulait être sincère, tendre. « Arrête, ma chérie. Tu as pleuré et cela suffit. Maintenant, parlons un peu. Nous allons bien trouver quelque chose. » Et il y eut un long conciliabule où ils cherchèrent le moyen d'éviter de se cacher, de mentir, de vivre dans des villes différentes, de rester si longtemps sans se voir. Comment se libérer de ces entraves insupportables ? Comment, demandait-il en se prenant la tête à deux mains, comment Et il lui semblait qu'encore un peu et il trouverait la solution. Et alors commencerait une vie nouvelle, magnifique. Mais ils voyaient bien tous deux que cette fin était encore loin, bien loin.
et que le plus compliqué, le plus difficile, ne faisait que commencer. Voilà donc la fin de cette Dame au petit chien. Je vais finir par quelques mots et quelques points communs encore que je vais trouver, quelques petits détails. J'aime bien cette scène avec la fille de Gourov où il va lui expliquer les différentes températures et pourquoi il y a des flocons et pourquoi pas. Voilà, qui va donner lieu à cette prise de conscience là aussi de Gourov de ces deux vies. Hein. Il y en a une qui est au grand jour et en fait tout n'est qu'artifice, et puis l'autre secrète, qui est la véritable nature de Gourov. Et ça donne lieu à cette phrase que j'aime tout particulièrement. Toute existence personnelle repose sur un secret. Je l'aime particulièrement parce que ça me semble être un indice très précieux pour essayer de comprendre qui était Tchekhov. Toute existence personnelle repose sur un secret. Il vient de loin, le père Anton. Juste après, on a les retrouvailles entre Anna et Gourov, et ils s'embrassent comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. Ils échangent un très long baiser. Donc il insiste bien là-dessus. Hein. Et puis, juste après ce très long baiser, Gourov lui dit « Alors, comment vas-tu » Après la banalité de ce « comment vas-tu », je veux mettre en miroir une autre banalité d'un dialogue un peu plus tôt dans la nouvelle. Ils ont eu dans le chapitre 2, me semble-t-il, une première relation physique ensemble, et puis ils partent après, ils sortent, ils vont au bord de la mer, ils regardent la nature, et il y a un chapitre, je sais pourquoi j'en ai pas parlé à l'époque, parce que, enfin à l'époque, dans une des premières interventions, parce que j'aurais trop à dire, et je le dirais d'une façon trop maladroite, avec encore plus de chaos que là maintenant. Voilà. Mais après ce moment-là, cette description que fait Tchekhov de la nature ils sont l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre, peut-être à regarder cela. Anna lui dit « Il y a de la rosée dans l'herbe » et Gourov répond « Oui, rentrons, veux-tu » Il avait une façon un petit peu condescendante de s'adresser à elle, je trouve un petit peu paternaliste, je ne sais pas comment dire ça, précédemment, et là soudain on a une délicatesse de sa part, ça me touche tout particulièrement. Je reviens à ce 4e chapitre, et donc voilà, pour mettre en miroir ces deux répliques, oui, rentrons, veux-tu, et puis cette réplique, alors, comment vas-tu, après ce très long baiser. Et donc après, la question de Gourov, elle ne peut pas répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est dans une grande émotion, mais là, Gourov ne va pas dévorer une pastèque. Il va s'asseoir et il va boire du thé. La pastèque me semblait une grossièreté, une réaction assez grossière de la part de Gourov devant l'émotion d'Anna. Et là, j'ai l'impression que ça n'est pas le cas. Il boit du thé, il attend qu'elle ait fini de pleurer, il sent qu'elle a besoin d'un moment à elle, et ce moment, il le respecte. Et une fois qu'elle s'est un petit peu calmée, il pense qu'il peut l'approcher, et il la prend dans ses bras, il pose ses mains sur ses épaules, et à ce moment-là, il se va dans la glace. Ce moment-là, je le trouve saisissant, parce qu'il y a cet homme dont les marques du vieillissement commencent à se faire voir, et le contraste avec la peau d'Anna encore toute jeune. Et soudain, il ressent une immense compassion. Et là, pour moi, il y a comme un nouvel indice que nous donne Tchekhov sur lui-même, comme si la compassion amenait à l'amour. Il faut beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie envers l'autre pour parvenir à un amour vrai et profond. C'est comme si Gourov le comprenait à ce moment-là. Je trouve ça particulièrement émouvant. C'est seulement maintenant, alors que ses cheveux commençaient à grisonner, qu'il aimait véritablement pour la première fois de sa vie. Il a fait encore du chemin, le séducteur du début. Juste après, on a ce paragraphe où là aussi il y a la prison qui revient, encore une petite ritournelle de cette nouvelle, avec les 2 oiseaux en cage qui sont séparés.
Mais la différence, c'est que là, Tchekhov écrit « Ils sentaient que leur amour les avait transformés l'un et l'autre ». Avant, Gourov, il aurait utilisé plein de raisonnements, il aurait parlé, ergoté, voilà. Mais là, il n'avait pas l'esprit à raisonner. Il éprouvait une compassion profonde. La compassion encore. Allez, arrête ma chérie, tu as assez pleuré. Maintenant parlons un peu. Nous allons bien trouver quelque chose. Encore une phrase d'une très grande simplicité. Tellement belle. C'est pour ça, peut-être vous à ceux qui ne connaissent pas trop le théâtre ou qui n'en voient pas beaucoup, qui n'ont même peut-être pas lu évidemment le théâtre de Tchekhov, quand on le joue, il est extrêmement difficile à jouer, en tout cas pour moi, parce qu'il faut arriver à exprimer tant de choses en si peu de mots. Et c'est cette simplicité-là qui est tellement difficile à atteindre. C'est pour ça que je ne me lasse pas de travailler cet auteur et de le relire et de reparcourir ses lignes. C'était un grand homme. Merci de votre attention. Merci d'avoir été, si vous êtes encore là, d'avoir été si opiniâtre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la durée. Et la trouvez-vous trop longue ? Parce que j'ai des projets pour vous, peut-être de choses même encore plus longues, peut-être que j'aimerais découper en épisodes, voilà, de textes qui me tiennent particulièrement à cœur, parfois certains très très connus. Mais je ne sais pas si en 2024, 2025 et les années qui suivent, on peut encore regarder des histoires à ce rythme-là, avec l'essor des séries et du rythme frénétique un petit peu quand on les regarde. Et moi-même, j'aime enchaîner des épisodes pour savoir ce qui va se passer. Mais voilà, donc je ne sais pas si c'est une chose possible, c'est vraiment une question que je me pose. Je continuerai les formats un peu plus courts, évidemment, parce que j'ai envie de plaire au plus grand nombre, de donner du plaisir et de l'émotion au plus grand nombre. Mais ça peut être chouette de partir sur un voyage un peu plus long que celui-là. Merci encore. C'était un plaisir d'être avec vous et j'ai adoré ce moment. Voilà. À plus tard et à une prochaine fois.